I'm the king of the world! James Cameron est sans conteste l'un des réalisateurs qui a le plus laissé son empreinte dans le monde du cinéma. C'est bien simple, chacune de ses œuvres a révolutionné son genre et marqué son époque. Terminator 1 et 2, Alien le Retour, sont des classiques des années 80 et du cinéma de SF en général. Titanic, Avatar redéfinissent dès l'instant de leur sortie ce que le cinéma grand spectacle est vraiment capable de faire. Car avant d'être le roi du box-office, James Cameron est surtout un véritable maître de son art. Il repousse les limites du possible et réinvente sans cesse de nouvelles manières de faire du cinéma. Et c'est bien à ça qu'on reconnaît les plus grands. Pourtant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'un film fait tache sur cette carrière quasi parfaite. Et s'il est aussi peu connu, c'est bien normal, puisqu'il est souvent absent de certaines filmographies officielles du réalisateur. Et ce n'est ni une erreur, ni un oubli, mais bien une volonté délibérée de Cameron qui, aujourd'hui encore, renie ce film. Si ça vous intéresse de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là, restez avec moi, car nous partons aujourd'hui à la découverte du premier film de James Cameron. Nous sommes en 1975 aux États-Unis d'Amérique. La guerre du Vietnam est finie, Queen s'apprête à sortir Bohemian Rhapsody et Bill Gates se fonde tout juste Microsoft. Du côté des salles obscures, les foules s'apprêtent à être secouées par un film que vous connaissez tous. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg sort cette année-là au cinéma. C'est un succès immédiat et un carton absolu. Le public est fasciné par des effets spéciaux saisissants, par la réalisation de Spielberg et par cette musique toujours aussi angoissante. Le succès du film est tel qu'il ne manque pas d'inspirer très vite un grand nombre de producteurs, sentant qu'il y a peut-être un coup à jouer. Laissez-moi vous présenter Isako Tsukuba, surtout connue sous le pseudonyme de Shako Van Leeuwen. Tsukuba est une actrice de cinéma japonaise installée aux États-Unis et reconvertie dans la production. Au moment de la sortie des Dents de la Mer, elle travaille comme productrice à New World Pictures, société de production fondée par le producteur Roger Corman. Corman était un producteur américain de films de série B qui mériterait un épisode dédié tant le personnage est singulier. Dans les années 70, il produit à l'appel des centaines de films à petit budget via le biais de sa société New World Pictures. Tsukuba va alors présenter à Corman l'idée d'un film d'horreur à petit budget mettant en scène des piranhas mangeurs d'hommes. Le scénario s'inspire évidemment des Dents de la Mer dans l'intention de profiter pleinement de la popularité du film de Spielberg. Corman est séduit par l'idée et décide enfin de lancer la production du film Piranha. Corman est aussi connu pour avoir souvent confié la réalisation de ses films à de jeunes cinéastes inexpérimentés. Il a notamment aidé à faire connaître des réalisateurs tels que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola. Il décide de confier la réalisation de Piranha à Joe Dante, alors simple monteur de bande-annonce pour sa société. Je vous avais bien dit qu'il était prêt à donner sa chance à n'importe qui. Piranha, réalisé par Joe Dante, produit par Roger Corman et Isako Tsukuba, sort en salle en 1978. En deux mots, l'histoire raconte comment des piranhas génétiquement modifiés sont déversés malencontreusement dans une rivière. Le problème, c'est que nous sommes en plein été et que des centaines de vacanciers et d'enfants s'y baignent tous les jours. Nous suivons donc nos deux héros, Paul et Maggie, qui font tout leur possible pour éviter un massacre. À sa sortie, le film est une belle réussite critique et commerciale pour un film de cette envergure. D'ailleurs, pour l'anecdote, Spielberg lui-même a beaucoup apprécié Piranha, bien que ce film parodie les Dents de la Mer. Pas rancunier une seule seconde et appréciant visiblement le travail de Dante, Spielberg propose même au jeune cinéaste la réalisation quelques années plus tard de sa production Gremlins. Franchement, Steven, respect. Mais revenons plutôt à nos poissons mangeurs d'hommes. Face au succès du premier Piranha, Tsukuba est bien décidé à produire une suite. En revanche, Corman, lui, est déjà lancé sur d'autres projets, mais l'idée d'une suite ne l'intéresse plus vraiment. Il revend alors les droits à Tsukuba pour qu'elle produise la suite elle-même. Mais sans le soutien financier de Corman, Tsukuba n'a pas assez d'argent pour produire Piranha 2. Il lui faut donc trouver un autre producteur avec qui s'associer. Elle finit par faire un deal avec Ovidio Assonitis. Et retenez bien ce nom, car il a une importance majeure dans la suite de l'histoire. Assonitis est un producteur italien de films à petit budget. Autrement dit, des films comme Piranha, c'est son fonds de commerce. L'idée de produire une suite lui plaît et il accepte le projet. Il commence dès lors à composer l'équipe de tournage. Il recrute majoritairement des Italiens, mais pour maximiser ses chances de succès au box-office, il préfère choisir un réalisateur américain. Il aurait bien aimé ramener Joe Dante, mais à ce moment-là, le réalisateur est déjà occupé par son prochain long-métrage. Assonitis se tourne alors vers Miller Drake, un cinéaste encore à ses débuts qui a auparavant déjà travaillé avec Corman et Dante. Miller Drake accepte la proposition, Assonitis tient alors là son réalisateur. Et pour les effets spéciaux, Assonitis se tourne vers un jeune homme s'étant fait remarquer sur une production de Corman intitulée La Galaxie de la Terreur, un certain James Cameron.
Sauf que vous allez vite vous en rendre compte, mais tout va très vite partir en cacahuète. Déjà, à quelques jours de commencer le tournage, Miller Drake quitte le projet, pour des raisons encore aujourd'hui assez floues. On parle simplement de différends créatifs entre lui et Assonitis. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Assonitis se retrouve sans réalisateur. Il doit donc trouver en catastrophe un remplaçant. Il faut quelqu'un de disponible immédiatement, de pas trop cher, et avec de préférence un peu d'expérience en effets spéciaux. Bref, vous l'avez compris, Assonitis finit par proposer la réalisation de Piranha 2 à James Cameron. Cameron, initialement recruté en tant que superviseur des effets spéciaux, se retrouve alors propulsé par un jeu de chaises musicale au rang de réalisateur. Sauf que, ce que Assonitis ne sait pas encore, c'est que James Cameron ne va pas lui mener la vie facile. James Cameron est réputé comme un réalisateur exigeant et très perfectionniste. Il souhaite appliquer sa vision de A à Z sur tous ses projets sans que les exigences des studios ne viennent lui mettre des bâtons dans les roues. Ainsi, pendant les premiers jours de tournage de Piranha 2, il décide de re-shooter de nombreuses scènes car insatisfait du résultat, réécrire une partie du scénario, etc., etc. Si bien que le retard commence à s'accumuler. Sauf que Assonitis, lui, ne peut pas se permettre de prendre du retard. Il a un planning à respecter et un budget auquel se tenir. Le producteur fait donc part de son mécontentement à Cameron, qu'il trouve beaucoup trop lent. Mais le jeune réalisateur ne semble pas vraiment vouloir tenir compte de ses remarques. Pour lui, seule la qualité finale de l'œuvre a de l'importance. Les histoires de budget, planning, etc., c'est vraiment pas son problème. La tension commence donc inévitablement à monter entre les deux hommes jusqu'à atteindre un point de non-retour. Au bout de 2 semaines de tournage seulement, Assonitis finit tout bonnement par renvoyer Cameron et reprendre en main le tournage. Se faire virer de la sorte, c'est un gros coup dur pour Cameron. Pour l'anecdote, il en est tellement chamboulé qu'il dort mal la nuit, fait de la fièvre et des crises d'angoisse. C'est même pendant l'un de ses cauchemars qu'il imagine une machine humanoïde aux yeux rouges sortant des flammes pour l'attaquer, ce qui lui donne par la suite l'idée de Terminator. Mais Terminator, ça viendra plus tard, parce qu'à ce moment, il y a bien plus grave. Car même si Cameron est exclu du tournage de Piranha 2, c'est bien son nom qui, pour des raisons contractuelles, sera officiellement crédité à la réalisation. Et ça, pour Cameron, c'est intolérable. Il va donc jusqu'à s'introduire dans la nuit dans les salles de montage du studio pour remonter en cachette Piranha 2. Ce mec est complètement fou. Bien sûr, ça ne dure pas longtemps, puisqu'Assonitis finit très vite par s'en apercevoir et repasse derrière lui pour rectifier le montage. Et c'est ainsi qu'au bout d'un laborieux développement, Piranha 2 finit par sortir en salle en 1981. L'histoire reprend la même trame narrative que le premier film. Des piranhas génétiquement modifiés s'attaquent à une base de vacanciers, et 2 héros cherchent à mettre en garde les touristes contre cette menace. Sauf que cette fois-ci, les piranhas ont évolué et peuvent maintenant voler. Je ne vais pas vous infliger un résumé entier du film, ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, impossible de ne pas vous montrer au moins ces 2 scènes qui m'ont fait halluciner. À un moment dans le film, un personnage du nom de Gabi décide d'aller venger la mort de son fils en affrontant à lui seul une nuée de piranhas. Spoil, il meurt. Mais au lieu d'avoir une mort épique ou un tant soit peu héroïque, il meurt d'une manière tellement pathétique que ça en est presque comique. Et s'il vous plaît, regardez juste l'indifférence complète des figurants. Regardez lui par exemple, ou même elle lève carrément les yeux tellement elle s'en balance. Et alors, pour cette scène, préparez-vous bien, parce que j'ai rarement vu ça. À un moment donné, des personnages du film s'introduisent dans une morgue pour aller étudier le corps d'une des premières victimes des piranhas. Sauf qu'ils se font surprendre par la gardienne de nuit qui les fait fuir. Et au moment de remettre le corps à sa place, il se passe ça. Je pense que j'ai rien à rajouter. Ces 2 scènes à elles seules vous donnent une idée de la qualité globale du film. Sans surprise, Piranha 2 était un bide à sa sortie, si bien que personne n'imagine vouloir produire un Piranha 3. La franchise tombe dans l'oubli jusqu'en 1995 où un remake du premier film est réalisé pour une sortie directe en DVD. Puis silence radio jusqu'en 2010 où un reboot est réalisé par le français Alexandre Aja. Beaucoup plus généreux en gore et en action, ce film fonctionne plutôt bien au box-office. Il sera suivi d'une suite en 2012 qui sera quant à elle un cuisant échec. Piranha 3DD est donc à ce jour le dernier film en date de la franchise et si vous voulez mon avis, il le restera encore pour un bout de temps. En fin de compte, Piranha 2 restera à jamais un cas d'école lorsqu'on parle de production catastrophique au cinéma. Compliqué de trancher en revanche pour dire qui a vraiment tort dans cette histoire.
Est-ce que c'est Ovidio Assonitis d'un côté, un producteur trop peu soucieux de la qualité finale de son film, ou bien James Cameron de l'autre, un réalisateur au tempérament certainement bien trop capricieux pour son premier projet? Ce qui est certain, c'est que le réalisateur rejette complètement ce film et reconnaît Terminator, sorti en 1984, comme son premier véritable métrage. Comme quoi l'arrête lui est jusqu'à aujourd'hui encore resté en travers de la gorge. Piranha 2 restera donc à jamais le film maudit de James Cameron. Pour l'anecdote, il est même raconté qu'à la sortie du film aux États-Unis, Cameron se serait procuré les rushs du film chez un distributeur et aurait à lui seul remonté le film, afin d'avoir un résultat qui lui convienne mieux. Ce remaster serait sorti dans un nombre très limité de VHS et n'aurait donc eu aucune incidence sur la diffusion du film en salle. Ce Piranha 2 Director's Cut est aujourd'hui dans les faits parfaitement introuvable. C'est même assez difficile de savoir s'il existe vraiment. Mais je trouve que quoi qu'il en soit, cette anecdote souligne bien le caractère maniaque et ultra perfectionniste du réalisateur. Et pour conclure avec du positif quand même, j'ajouterai que bien que ce film soit un énorme fiasco, on y retrouve déjà des thèmes chers à la filmographie de Cameron. L'océan bien sûr, thème central de The Abyss, Titanic ou Avatar 2, avec son côté aussi fascinant que terrifiant. Et puis les monstres ensuite, qu'on reverra par exemple dans Alien ou encore Avatar. Comme quoi du pire peut parfois émerger le meilleur. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Unknown Movies. Le premier épisode sur Leonardo DiCaprio est toujours disponible, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.